Bonjour et bienvenue dans L'Arsène, votre émission de musique locale. Aujourd'hui, nous allons interviewer Leroy King à La Rochelle. C'est parti! Bonjour Leroy King. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre entretien. Comment allez-vous? Ça va très bien, déjà merci à vous de m'avoir invité. Pas de souci. Alors ça me met de bonne humeur parce qu'il fait beau et puis on est sur un super beau cadre, de beaux matins. D'accord. Vous êtes donc né en région parisienne d'une mère haïtienne et d'un père martiniquais. Et donc très tôt, vous vous êtes intéressé à la musique, mais vers quel âge? Alors là, pour l'anecdote, c'est ma mère qui adore raconter cette anecdote qui me disait que le jour de mon baptême, étant bébé, au moment où j'ai reçu cette l'onction, cette eau sur le crâne, comme qui dirait, je me serais mis à chanter. Donc je pense que ça a commencé dès le départ, dès le début de la vie, quoi. D'accord. Donc pour vous, c'est quoi la musique de votre enfance? La musique de mon enfance, c'est très mélangé, très coloré. Principalement, il y a des musiques caribéennes, forcément avec des parents caribéens. On est élevé au zouk, au compas. On est aussi élevé à toutes les musiques latines. Ça, j'ai été bercé dans la salsa et les boléros, les cha-cha, enfin tous ces styles de musique que vos générations ne connaissent presque plus. Oui, mais voilà quoi, les ancêtres du kizomba et de la bachata, quoi. Donc oui, beaucoup de musique chez les parents. Mais il y avait aussi, dans mon enfance, pour le coup, j'avais un grand frère. J'ai un grand frère qui m'a pas mal influencé parce que lui, il était branché à fond sur la funk, sur le disco. Puis bon, il y avait aussi cet apport de par ma famille de choses très différentes, des trucs plus rock comme Rod Stewart, des trucs. Ça allait un peu dans tous les sens. Il y avait aussi un petit peu de variété française et des choses comme ça. J'ai grandi dans un berceau de musique. Variée. Voilà quoi. Super. À 17 ans, vous intégrez le groupe Air Free jusqu'en 1992 et en parallèle de ça, vous passez par le conservatoire et l'école de jazz de Paris. C'était une bonne expérience, le conservatoire, et avez-vous appris des choses qui vous servent encore aujourd'hui? Alors c'est marrant parce que dans votre question, il y a finalement deux questions. Je vois que vous avez bien bossé quand même, parce que pour aller ressortir Air Free, où là, ça me ramène à des images lointaines avec les premiers amis, quoi. Air Free, c'était vraiment le groupe des potes, le premier, celui où tout est possible, où on croit en tout et où tout démarre et voilà. Donc ça, je voulais parler de ça parce que vraiment vous êtes très fort d'avoir ressorti ce détail. C'est génial. Et la deuxième partie de la question, c'était le conservatoire à Paris. C'était une bonne expérience et avez-vous appris encore des choses qui vous servent actuellement? Alors, le conservatoire, j'ai commencé sur la région. J'étais dans le 91 à l'époque. Donc c'était Viry-Châtillon dans l'Essonne, où je faisais ma première expérience avec le conservatoire était très originale dans le sens où le prof qui me donnait des cours, et à l'époque c'était des cours de basse, ce prof-là nous donnait des cours dans le studio de répétition où nous on répétait. Donc c'était plus rock'n'roll que classique si j'ose dire. Et ces premières expériences ont été assez bonnes parce qu'elles m'ont conforté dans ce que j'aimais déjà en fait. Et puis après, il y a eu effectivement l'école de jazz, quelques années après, où là c'était l'EDIM, l'école l'EDIM qui était à Antony à cette époque-là, qui existe encore d'ailleurs, très grande école avec des très bons professeurs, des grands noms du jazz parisien, français même si j'ose dire. Et ouais, super expérience, rencontre avec ma prof de chant qui s'appelle Nika Stewart, qui est extraordinaire, enfin qui est une personne qui m'a, au niveau du chant pour le coup, là c'était ma prof de chant, qui elle m'a donné des armes que j'ai jusqu'à maintenant, quoi. Oui, super. En 2002, vous sortez donc votre premier opus avec New Roots. Tu peux nous en parler un petit peu de ce projet? Alors, New Roots, New Roots, c'est un peu la suite logique d'Air Free. Air Free étant un moment, forcément, on a grandi, chacun est parti dans son coin, dans sa ville. New Roots, ça a été un peu une résurgence de ça. Dans le sens où chez Air Free on avait déjà abordé le fait de faire des musiques totalement différentes,
À l'époque, on surprenait justement parce qu'on liait déjà on liait le truc avec des musiques plus anciennes, des musiques plus récentes, mais avec New Roots, ça s'est confirmé, donc avec l'apport des années 80-90 jusqu'au début des années 2000, avec plein de styles de musique qui étaient parus entre-temps, donc sur cette base-là, New Roots, ça a été encore un laboratoire de musique avec plusieurs époques, c'est-à-dire plusieurs formations, si j'ose dire, plusieurs formations, différents musiciens en fonction des époques. Et donc là, pour moi, ça a été le début d'un travail avec pas mal de musiciens professionnels. Et voilà, une espèce de montée vers le haut, en tout cas technique et scénique aussi. Et un premier album aussi, un premier album de ce temps-là. Depuis 2005, vous êtes un acteur majeur de l'underground parisien avec la création de Leroy and Friend. Vous avez également été compositeur chez Dub Phonic avec le titre Babylon Inside qui a notamment été repris dans Dexter. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de... C'est des questions à deux. C'est marrant parce que vous démarrez d'un endroit et on arrive sur un autre et là il y a tellement de choses entre les deux. Donc le début de la question c'était... L'underground parisien, avec la création de Leroy and Friends. L'underground parisien, voilà, c'est tout un chapitre. C'est plus d'une dizaine d'années, bien plus, où effectivement j'ai eu cette chance de pouvoir créer un petit peu involontairement, mais dans une magie commune, comme ça a commencé par un lieu dans le 2e arrondissement, qui est le quartier de la nuit parisienne, le quartier des clubs. J'ai pu commencer une émission, c'est plutôt un spectacle live où j'étais seul avec ma guitare et on m'a dit bah vas-y. Donc c'était super chouette parce qu'à ce moment-là, en termes de guitare-voix seule, je devais avoir peut-être 3 ou 4 morceaux et il fallait que je fasse une soirée. Donc, autant j'avais l'habitude du groupe avec Airfree, avec New Roots, c'est des choses très préparées où il y avait tout un répertoire. Et là, je me suis retrouvé à devoir ressortir des tiroirs de ma tête, en fait, tout ce qu'il y avait. Et le concept s'est fait un peu comme ça. Donc, on m'a permis d'avoir cette scène. Je me souviens que le tout premier soir, les Cariatides s'étaient speedés, enfin, les patrons et leur personnel s'étaient speedés pour finir au plus vite leur sous-sol. Et cette petite scène qui faisait surtout penser à une scène de café-théâtre. Et le premier jour où donc j'ai joué, il y avait la queue devant le bar, un bar sur 2 étages. Je tremblais de tout mon corps avec mes 3 morceaux. Et je me suis lancé, j'ai ouvert les écoutilles et tout ce qui est sorti en musique a fait que j'ai dû jouer avec le public, que des musiciens étaient dans la salle, ils sont venus se rajouter, venir faire le bœuf, clairement. Et puis on a pris le rendez-vous. Le rendez-vous s'est intensifié pendant quelques années avec donc les musiciens parisiens qui avaient de plusieurs réseaux, qui avaient l'habitude de venir. Ils savaient qu'aux soirées Leroy and Friends, on allait trouver le moyen de prendre un instrument, de se rajouter à une fête qui était une mayonnaise en fait, comme ça, qui démarrait de moi tout seul, avec encore une fois ma guitare et mon micro. On a gardé ça jusqu'à La Rochelle. C'est pour ça que je me dis c'est tout un chapitre, parce que ça a commencé sur Paris. Avec un vrai rendez-vous notamment pour les musiciens parisiens. Et quand j'ai finalement fini par migrer à La Rochelle, donc ça s'est fait sur quelques années aussi, pas immédiatement, on a commencé à travailler le concept d'échanger avec les musiciens parisiens, les musiciens rochelais, de faire venir les musiciens parisiens ici et de travailler sur le même concept. Voilà, à cette époque-là, ça s'est fait en tout premier lieu au Barbarella. Oui, d'accord. Et justement, du coup, pourquoi La Rochelle et comment avez-vous atterri à La Rochelle? Alors pourquoi La Rochelle? Parce que La Rochelle, c'est encore une petite histoire qui est plutôt pas mal. Si j'ose dire, c'est grâce à un ami
Un ami très cher d'ailleurs, ça me met dans l'émotion d'en parler parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours. C'est lui que j'ai rencontré en tout premier lieu parce que j'allais faire des concerts sur la Vendée régulièrement l'été. Et en le rencontrant, on a sympathisé. Grâce à lui, en fait, j'ai rencontré des musiciens rochelais qui, voilà, c'est un peu de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, qui m'ont invité à venir à La Rochelle pour voir les Franco, parce qu'ils y jouaient pour le Festival Off. Et quelle ne fut pas ma surprise en tant que Parisien que de débarquer dans les rues rochelaises un soir de francofolie, à une époque où le Festival Off était très très vivant, on avait beaucoup de groupes dans les rues, et on m'a invité à chanter au coin du canal et du quai Valin. Et ça a été une liesse incroyable, il y avait une foule incroyable, et là je me suis dit, et s'il y avait autre chose que Paris? J'avais déjà découvert effectivement la Vendée avec mon ami Guillaume dont je vous parlais avant. Et là je me suis dit, bon voilà, mon coup de cœur pour la côte atlantique s'est confirmé et j'ai fini par atterrir ici. D'accord. Voilà. Si on peut juste revenir sur Babylon Inside, qui a été repris dans Dexter, comment ça s'est fait et quelle a été votre réaction Alors ça c'est le temps de la belle époque parisienne, justement, on est sur les époques de New Roots, et avec Stéphane Goldman, guitariste extraordinaire, qui de ce temps-là, on était tous un peu encore, il nous restait un petit côté minot, hein, on était encore un peu jeunes, mais on était avec oui, c'était Stéphane Goldman qui m'avait emmené dans le projet, avec Alex Kidd qui est devenu dans l'électro une vraie référence française. Stéphane Goldman qui lui joue pour énormément de gens dont Imani travaille et compose aussi pour énormément de gens dont Imani il a travaillé avec énormément d'artistes. Lui c'est une bio à découvrir aussi, super talentueux. Et puis notre ami Ben aussi qui était au cœur même du projet, qui porte vraiment ce projet dubphonique. D'ailleurs voilà, un grand hommage à tous ces gars là, je leur fais un petit coucou quand ils vont apercevoir la vidéo, parce que c'était vraiment des... Mais pareil quoi, ça donne envie de dire aux gens, non, il faut aller voir parce que ça peut pas se raconter, ça pourrait se raconter, il faudrait qu'on prenne le temps. Oui. Qu'on soit tous là, beaucoup de souvenirs. Et donc du coup, en fait, ouais, voilà, ça a commencé encore une fois comme une aventure entre potes, avec un qui a une idée, l'autre qui a un studio, l'autre qui a une guitare, l'autre qui a un ami, et puis on m'a invité à faire les basses, puisque de ce temps-là, bon voilà, avec les DIM, l'école de jazz, j'étais aussi dans la basse, comme je vous ai dit, au conservatoire, j'avais commencé par la basse, bon, j'avais quand même ce coup de cœur pour cet instrument. Et donc il m'avait invité principalement en tant que bassiste pour travailler sur les arrangements avec eux. Et ça a été une surprise de voir qu'ils m'ont permis d'être compositeur de ce morceau, parce qu'ils ont trouvé que la ligne de basse avait une influence particulière sur la musique, et ils m'ont fait ce cadeau de me dire écoute, on te met compositeur avec nous. Donc si j'ose dire, on a fait les choses, on a fait l'enregistrement. Le disque a été pressé, ça a été nos premières expériences en ces matières-là. On avait un studio où les gars avaient la clé du studio, si j'ose dire, on y était, on pouvait y rester. À l'époque, on ne travaillait pas de la même manière en MAO à la maison, avec un ordinateur. À l'époque, un studio, c'était pas facile à avoir, et de l'avoir, c'était extraordinaire. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais les choses ont évolué très très vite. Et voilà, le premier disque aussi, je me souviens, c'était extraordinaire. Premier Scud, qui est parti en publishing, qui est parti en édition, qui a été vendu sur les États-Unis. Alors là, c'était encore plus extraordinaire. Et puis, du coup, les premiers résultats financiers de ces contrats, de ces ventes, là, vraiment, on commençait à sentir des choses plutôt plus... On sentait le professionnalisme arriver. Hein. C'était une porte qui s'ouvrait. Et c'est que beaucoup d'années plus tard, que j'ai découvert que ce morceau était passé dans Dexter, qu'un autre morceau de l'album aussi, dont j'ai pu être arrangeur, est passé sur Six Feet Under, etc. Et voilà, ça c'est dû à des recherches particulières de ma femme
voilà, qui est tout le temps à mes côtés, qui m'aide beaucoup, qui est une personne plus qu'importante pour ma carrière. Votre carrière, oui. Quels sont aujourd'hui les artistes que vous admirez le plus en France ou dans le monde également? En France, France, ouais. Ceux que j'admire le plus. Alors, je dirais principalement ceux que je découvre. C'est vrai qu'il y a une jeune scène française dans tous les styles. Bon, faut pas oublier que j'adore la musique en général. Vraiment, j'ai pas vraiment de frontières. Il y a des choses que j'aime bien sûr moins en termes de morceaux ou de groupes. Mais j'adore la musique. Et c'est vrai que ce qui me fout le plus sur le cul, c'est de découvrir des jeunes Français, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le reggae, que ce soit dans la variété. Et là, j'aurais pas spécialement de nom parce que, si j'ose dire, j'en découvre tous les jours. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une pléiade de styles, de milieux. Donc j'aime bien vous demander à vous, en général, ce genre de choses, hein, à vos générations là, qui sont un peu plus proches de trucs que je connais pas. Et c'est là où je découvre des merveilles. Mais par contre, pour la France, voilà, j'ai aussi forcément un grand coup de cœur pour ceux qui m'ont nourri, hein, que ce soit les tontons David, pour faire le clin d'œil et l'hommage, qui nous a quittés aussi il n'y a pas très longtemps malheureusement. J'ai vraiment beaucoup aimé la génération, une génération qui est vraiment moins la mienne, mais qui résonne peut-être avec mon enfance. La génération Brel Brassens-Ferré, la génération Édith Piaf. Alors on est sur des anciens, mais on le voit aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'aller puiser dans leur répertoire, parce que là il y a une écriture fantastique, une inspiration fantastique, et surtout cette écriture cette construction ou cette participation à la construction d'une culture française, musicale, voilà, qui me sidère beaucoup, quoi. That song, yeah, that you could sing along when I got this one for you. Hey, baby, it is, I gotta keep secret the sweet, sweetest song, yeah, the song, yeah. Like I sing it out for you. Hey, come and get together. Let's remember all about yesterday. D'accord. En 2017, vous avez sorti l'album Yes I Am avec des compositions en anglais. On peut dire que c'est un album multiculturel mélangeant feel good, brass et autres styles. Combien de temps avez-vous travaillé sur cet album? Alors cet album, ça a été un projet qui a, si ma mémoire est bonne, a été lancé vers 2017. On a travaillé à sa préparation jusqu'en 2018. L'année 2018 a été principalement, la deuxième partie de l'année 2018 a été principalement consacrée à la conception même de l'album, avec les prises, les enregistrements et un énorme travail de mix. Comme on peut l'entendre sur l'album, il y a beaucoup de musiciens et pas des moindres, et énormément d'informations musicales. On a essayé c'est un album qui s'est créé avec l'envie de richesse. Donc c'est un album qui a duré au moins, il y a au moins 1 an de travail facile dessus, de travail assez intensif, jusqu'à sa sortie fin 2018, début 2019. Enfin, ça dépendait entre le premier single et la sortie de l'album, et la sortie du premier clip aussi. Voilà, c'est un album qui est encore aujourd'hui, qui est encore très très présent. C'est vrai que 2019, c'était encore, il y a encore que quelques jours, si j'ose dire, puisque oui, tout a encore accéléré d'une autre manière jusque-là. Un album sur lequel il y a beaucoup à dire.
des musiciens extraordinaires qui, eux, travaillent avec habituellement les plus grands et des gens comme Ludovic Nollet qu'on retrouve chez Tikenja ou Shana Sen qu'on peut retrouver chez Alpha Blondy. Enfin, je ne pourrais pas citer tout le monde comme ça, mais bon, que ce soit Frank Nelson, que ce soit Greg Emonet, enfin des musiciens émérites que l'on aime retrouver derrière beaucoup de têtes d'affiche. Et donc une fabrication d'un album, encore une fois, un départ, si j'ose dire, de l'amitié, puisque moi j'ai construit ce projet et je me suis dit je vais rappeler les amis, ceux que je connais, ceux qui sont, entre guillemets, qui sont dedans, qui sont actifs. Et pour certains, ça a été plus de 20 ans après. On ne s'était pas vu depuis une vingtaine d'années, quoi. Et tout le monde a répondu présent. Notamment avec les amis de la section de cuivre. Tout le monde a répondu présent et s'est lancé à fond dans le truc, avec quelques difficultés techniques au départ pour réaliser cet album qui devait se faire sur Bordeaux, qui finalement s'est fait sur Paris, et une joie extraordinaire à tous se retrouver voilà, autour de cette production. On a fait ça à No Joke Studio à Paris, un studio qui est aujourd'hui très présent dans ce qui peut sortir dans le son parisien de qualité, sur le reggae, mais pas que d'ailleurs. On peut retrouver aussi sur le monde de la variété, ils nous sortent des choses assez extraordinaires. Voilà quoi, c'était une très belle aventure, cette aventure à No Joke Studio, avec Dominique Sablier qui m'a aidé à la réalisation de l'album, et là c'était super. C'est comme un couteau suisse, ce monsieur Dominique Sablier qui avait et son studio et qui a un clavier extraordinaire qu'on va retrouver chez Oshi ou chez plein d'autres gens. Arrangeur extraordinaire, une oreille mais incroyable, qui d'ailleurs j'ai beaucoup appris en restant des heures à ses côtés. Et voilà, je ne peux pas citer tous les noms, mais il faut effectivement aller voir un petit peu sur les bios. Et, une équipe extra, et ça a donné un album qui s'appelle Yes I Am. Alors c'est pas pour rien, c'était un choix particulier. J'avais envie de faire un album qui exprime tout ce que j'avais pas pu exprimer en fait sur les dernières années, et qui me ressemble le plus possible, et qui serait aussi pour moi un album qui me permettrait après, a posteriori, de passer à vraiment autre chose, quoi. Donc j'avais un peu envie de vider, j'avais un coup de cœur comme ça, envie de mettre plein de choses. Donc heureusement que j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais mettre, parce que je pense que ça aurait été assez incroyable vu déjà le mélange de styles qu'il y a sur cet album. Mais ça a été un bel exutoire, et voilà, aussi un message peut-être, Yes I Am, un message d'existence pour moi-même, et bien évidemment c'est de la musique, donc c'est aussi pour les autres. Et je crois que c'était pas si mal pensé en ces temps-là, puisqu'on était sur une époque encore il y a quelques jours à peine, si j'ose dire, 2018-2019, où il y avait pas mal de choses à dire. Donc on retrouve des thèmes dans cet album qui sont peut-être un petit peu précurseurs de ce qui allait se passer, ou en tout cas qui pressentaient l'histoire entre ce qui s'était déjà passé, ce qui risquait de nous arriver. Et puis beaucoup de textes d'amour, parce que l'amour, bon voilà quoi, je crois qu'en tout temps on en a toujours besoin, et voilà. Quels ont été les retours sur cet album ? Alors les retours ont été assez surprenants, puisque effectivement moi j'avais réalisé cet album avec ce truc qui au fond de moi je me disais bon, il y a peut-être des hits à travers cet album, il y a des morceaux dans lesquels je croyais en termes de sortie commerciale. Mais c'était pas mon premier moteur. Mon premier moteur était bien de quelque part clôturer une époque et préparer la suite. Et il a été reçu, j'ai été étonné, il a été extrêmement bien reçu, notamment par la presse spécialisée étrangère, hein, par les États-Unis, le Canada, la Suisse. On a eu des retours d'énormément de pays, des pays de la Caraïbe, dont Haïti forcément, puisque il y a une espèce de résonance de soutien culturel du fait de mes origines, mais aussi des pays comme Madagascar, ça a été l'océan Indien, ça m'a pas mal surpris. Et bizarrement, peut-être une réponse plus mitigée du côté de la France. Sans doute parce que c'est
un album qui est en anglais, Oui. donc peut-être plus dur plus dur dans l'époque peut-être pour la France à un moment. Quoi qu'on voit les choses changer aujourd'hui par rapport à ça. Parce que voilà, on dirait que les principes d'internationalité dans la musique sont plus compris aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Et en tout cas très content parce qu'on se dit bon bah voilà quoi, une radio américaine qui parle de moi, des chroniqueurs américains qui parlent de moi, ou voilà, être reçu sur l'Angleterre ou des pays comme ça, c'est un peu un rêve quoi. C'est un peu un rêve et puis aussi un ah bah voilà. Ça va avec, c'est un peu un rêve. Ouais. Et puis aussi oui, c'est vraiment c'est un rêve, hein, un moment de sentir sa musique qui s'exporte, qui passe les frontières, et puis voilà un nouveau départ. On sent vraiment que là, on a un nouveau terrain de chasse, un nouveau terrain de jeu, un nouveau lieu de conquête, et un nouveau lieu où se faire connaître, enfin des nouveaux lieux, des nouveaux endroits. On se dit la terre est immense, on peut faire des choses. Et finalement, si la France a moins répondu à celui-ci, elle sera peut-être plus à l'écoute du prochain, et en développant les choses un peu ailleurs, il y aura forcément une résonance positive pour ici. Voilà. Super. Vous venez de parler de prochain, vous avez des projets à venir ou qui sont en cours de développement? Il y a toujours des projets. Toujours des projets. Je crois qu'être musicien, artiste, créateur, alors sans prétention aucune, hein, juste en tout cas d'être dans le plaisir de ces activités, je crois que c'est le vrai moteur est d'avoir toujours quelque chose en tête. Donc là, forcément, il y a la suite qui doit arriver. Et chez moi, ça prend toujours un peu de temps, si j'ose dire, pour pas dire un peu beaucoup de temps, parce que j'aime trop de choses, que je veux faire trop de choses, que j'ai aussi envie de travailler avec plein de gens et que il va falloir que ça, voilà, il faut que le temps que ça se réalise, parce que les gens compétents sont très pris. Très pris. Et voilà, du coup là je me demande de quelle manière je vais faire, je vais arriver pour effectivement donner toutes ces nouvelles sensations que j'ai envie de donner en termes de musique, en termes de morceaux. J'ai vécu comme tout le monde cette crise, hein, cette période de crise sanitaire avec un premier confinement qui a été un électrochoc pour je crois tout le monde. Oui. Je crois que tout le monde est artiste face à ce qui s'est passé. Je crois que tout le monde aurait quelque chose à en exprimer réellement. Donc j'ai vécu un électrochoc qui m'a laissé un peu sans inspiration pendant toute une période. Parce que j'étais sur une pente, donc juste avant l'annonce du premier confinement, je sortais de l'Angleterre avec le concours Reggae Star Factor. J'avais été mettre un pied sur le continent américain à Miami pour voir un petit peu les choses de plus près pour l'avenir. J'étais plus sur des projets de mouvement. Et on s'est retrouvé face à une crise qui a instauré l'immobilisme, donc l'immobilisation. Donc il a fallu que je revoie les choses. Et puis oui, il y avait aussi ce projet avec Note en Vert, en l'occurrence, que j'étais en train de préparer pour cette journée cette première partie avant-première de Youssou N'Dour qui s'annonçait. Et donc tout ça s'étant un peu arrêté, il m'a fallu reconstruire comme tout le monde, repenser, se réinspirer. Donc il y a eu la fin du premier confinement, l'été nous a permis de respirer, de faire de la musique aussi, d'être à nouveau sur les scènes. Et il y a eu ce deuxième confinement qui est arrivé à nouveau, avec cette fois qui m'a peut-être porté plus dans l'inspiration, peut-être plus de choses digérées, plus de sentiments digérés et une vision plus claire. Donc aujourd'hui, j'ai eu pendant cette période une folie gourmande de créativité, avec pas moins d'une trentaine, une quarantaine de morceaux. Un grand tri à faire dans tout ça, parce qu'on a des styles différents. Et j'ai envie de faire à peu près tout entendre, mais il va falloir... c'est un peu comme quand on veut tout faire goûter, c'est bien de ne pas tout mettre dans le même plat. Oui. D'accord. Voilà, on va essayer de faire une entrée, un plat et un dessert,
Et donc, ouais, il y a des projets. qui vont arriver. Voilà. Vous nous avez parlé justement, juste avant, de Reggae Star Factor. Vous avez participé donc à plusieurs concours en parallèle de tout ça, mais vous avez donc aussi participé aux Les Voix de la Nouvelle-Aquitaine et vous avez été également candidat au prix 2020 de Pernod Ricard Live. C'est beaucoup de choses. Vous pouvez nous expliquer ces différentes expériences un peu différentes de la scène et d'un album? Alors, oui, les concours, c'est quelque chose. C'est une chose. J'ai été assez timide par rapport à ça, dans le sens où je n'avais pas tout de suite compris à quel point c'était dans l'air du temps. Parce que ça l'avait été en fait, ça l'avait été dans l'air du temps, puis ça avait un peu changé parce que tellement de médias se sont développés en une dizaine, une vingtaine d'années que j'avais pas suivi à quel point le concours était vraiment présent. Bon, après on l'a tous très vite remarqué avec les différents The Voice et Starac et compagnie. On a vu l'ampleur que ça pouvait prendre et c'était assez extraordinaire parce que ça a donné vraiment lieu à tout un souffle, tout un mouvement comme ça, qui permet donc à tous les artistes, et là je dis bien tous les artistes, même si vous avez déjà une carrière, même si vous avez déjà avancé, comme celui qui démarre, et voilà, ça permet à tout le monde de se retrouver, de se montrer. Et là je peux dire vraiment merci à ma femme, à Anaïs, c'est elle qui m'a boosté, qui m'a poussé là, et j'ai reçu vraiment beaucoup de plaisir à ça, exactement de la même manière qu'elle m'a motivé à faire un crowdfunding, à faire du crowdfunding, chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. Mais c'est vrai qu'elle m'a montré à quel point ces techniques actuelles de communication et de partage avec son public étaient importantes. Voilà. Super, bien merci beaucoup. Alors, merci nous avoir donné votre temps. Merci à vous, merci à votre équipe qui est extraordinaire. Merci. Et merci de votre invitation. Pas de souci. Eh bien, au revoir alors. Au revoir, à tout bientôt. Voilà, Larsen, c'est fini. On se retrouve en décembre pour le prochain épisode. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans Larsen, votre Voilà, Larsen, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en décembre pour le prochain épisode. À bientôt.